Le 7 octobre 1571, la Méditerranée s'est transformée en enfer. Plus de 200 000 hommes, piégés entre l'acier, le feu et l'eau, ont combattu dans ce que de nombreux historiens considèrent comme la bataille navale la plus sanglante de l'histoire. Son nom était Lépante, et son impact ne s'est pas terminé lorsque les canons se sont tus. En plein XVIe siècle, l'Europe chrétienne vivait sous la menace constante de l'Empire ottoman, une puissance en expansion qui dominait les mers, les routes commerciales et semait la peur de l'Orient à l'Occident. Pour l'arrêter, une alliance sans précédent, la Sainte Ligue, a tout misé sur une seule bataille. Il n'y aurait pas de seconde chance. Dans cette vidéo, nous analysons pourquoi la bataille de Lépante a éclaté, comment s'est déroulé cet affrontement colossal de galères et quelles conséquences il a eu pour l'histoire de l'Europe et de la Méditerranée, des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Lépante n'était pas seulement une victoire militaire, mais un tournant historique. Si vous êtes passionné par l'histoire réelle, les grands empires et les batailles qui ont changé le monde, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage vers le passé. Pour comprendre pourquoi la bataille de Lépante a été possible, il faut d'abord comprendre le climat de peur et d'incertitude qui dominait l'Europe au XVIe siècle. Ce n'était pas une Europe unie ni forte, c'était un continent fragmenté, traversé par des guerres internes, des tensions religieuses et de profondes rivalités politiques. Cependant, au-delà de toutes ces divisions, il existait une crainte commune, l'avancée imparable de l'Empire ottoman. Pendant des décennies, les Ottomans avaient cessé d'être une menace lointaine pour devenir une présence constante et étouffante. Leur expansion n'était pas une possibilité future, c'était un fait tangible. Constantinople était tombée en 1453, un coup psychologique qui résonnait encore dans la mémoire collective européenne. Depuis lors, l'Empire musulman n'avait fait que croître, absorbant des territoires, soumettant des villes et étendant son influence des Balkans jusqu'au nord de l'Afrique. Au milieu du XVIe siècle, l'Empire ottoman était une superpuissance mondiale. Son armée de terre était crainte, disciplinée et moderne, et sa marine, de plus en plus puissante, dominait de vastes zones de la Méditerranée orientale. Il ne s'agissait pas seulement de forces militaires, mais d'une machinerie politique, économique et stratégique parfaitement huilée. Alors que de nombreuses monarchies européennes se battaient entre elles, les Ottomans avançaient avec une vision claire de domination maritime. La Méditerranée, cœur du commerce européen, était devenue un espace dangereux. Les routes qui avaient relié l'Europe à l'Orient pendant des siècles, transportant des épices, de la soie, des métaux précieux et des aliments, étaient désormais sous menace constante. Naviguer n'était plus seulement une question économique, mais un acte de risque extrême. Des galères marchandes disparaissaient sans laisser de traces, et des ports entiers vivaient dans la crainte permanente d'une attaque soudaine. Une grande partie de cette terreur portait un nom propre, les corsaires ottomans. Soutenus directement ou indirectement par l'Empire, ces hommes n'étaient pas de simples pirates, c'étaient des armes stratégiques. Ils attaquaient sur les côtes, pillaient les villes, capturaient des prisonnières et semaient la panique de la Grèce aux côtes de l'Espagne et de l'Italie. Des milliers d'Européens furent réduits en esclavage, arrachés à leur foyer et vendus sur des marchés lointains. La Méditerranée occidentale, qui avait été relativement sûre pendant des siècles, commença à sentir le souffle de l'Orient dans sa nuque. Les villes côtières vivaient en état d'alerte permanent, cloches prêtes à sonner, murailles renforcées, guetteurs observant l'horizon. La peur n'était pas abstraite, elle était quotidienne. Il suffisait d'une voile à l'horizon pour déclencher la panique. Les histoires de massacres et de pillages voyageaient en plus vite que les nouvelles officielles.
alimentant un sentiment collectif de vulnérabilité. Personne ne savait où ni quand il frapperait à nouveau. Pendant ce temps, l'Europe était loin d'être un bloc solide. L'Espagne défendait ses intérêts impériaux. Venise luttait pour maintenir ses routes commerciales et la France jouait son propre jeu diplomatique. Le saint empire romain germanique était divisé intérieurement et, en toile de fond, la réforme protestante avait fracturé l'unité religieuse du continent. Dans ce contexte, coordonner une réponse commune semblait presque impossible. Mais la peur a une capacité unique, forcer des alliances impensables. À mesure que l'Empire ottoman consolidait sa domination maritime, le sentiment grandissait qu'il ne s'agissait pas seulement de défendre des territoires isolés, mais de quelque chose de bien plus grand. Si la Méditerranée tombait entièrement sous contrôle ottoman, l'Europe perdrait non seulement richesse et commerce, mais aussi sécurité, influence et stabilité. L'avancée ottomane avait aussi une charge symbolique puissante. Pour de nombreux Européens du XVIe siècle, ce n'était pas uniquement une lutte politique ou économique, mais une confrontation existentielle. On parlait de civilisation, de religion, de mondes opposés, et la propagande de l'époque renforçait l'idée que l'Empire ottoman ne s'arrêterait pas avant de soumettre complètement l'Europe occidentale. Que ce fût exagéré ou non, la peur était réelle et façonnait les décisions au plus haut niveau. Dans les cours européennes, les rapports étaient de plus en plus alarmants, de nouvelles flottes ottomanes étant construites à un rythme accéléré. Des amiraux expérimentés remportaient des batailles clés et des forteresses stratégiques tombaient l'une après l'autre. Le sentiment dominant était que le temps jouait contre l'Europe. Chaque année qui passait sans une réponse contondante renforçait encore plus l'ennemi. Pour les commerçants, le problème était immédiat. Routes fermées, assurances impossibles à payer, pertes constantes. Pour les gouvernants, le dilemme c'était stratégique. Céder du terrain ou tout risquer dans une confrontation directe. Pour la population ordinaire, la peur était plus simple et plus brutale. La possibilité de tout perdre. La maison, la famille, la liberté. Dans ce climat de tension croissante, la Méditerranée cessa d'être seulement une mer. Elle se transforma en une ligne de frontière, une cicatrice ouverte qui séparait deux mondes en conflit. Chaque port était un bastion potentiel, chaque île une pièce clé sur un échiquier géopolitique gigantesque. Et chaque décision, un risque qui pouvait faire basculer l'équilibre du pouvoir. Peu à peu, une idée inquiétante, mais inévitable, commença à s'imposer. Si l'Europe n'agissait pas unie, elle tomberait divisée. L'Empire ottoman n'avait pas besoin de conquérir tout le continent. Il suffisait de contrôler la mer, d'asphyxier le commerce et de maintenir une pression constante. C'était une stratégie d'usure, lente mais efficace. C'était là le véritable danger. Non pas une attaque soudaine et totale, mais le sentiment que le monde connu rétrécissait. Que les frontières se déplaçaient, que la Méditerranée, berceau des civilisations européennes, pouvait devenir un lac dominé par une seule puissance. Et quand une société commence à croire que sa chute est possible, voire inévitable, la peur devient le moteur de l'histoire. Cette peur, partagée par les rois, les marchands et les paysans, fut le terreau d'une décision extraordinaire. Une décision qui amènerait des ennemis historiques à lutter côte à côte. Car face à la menace de disparaître, l'Europe comprit qu'il n'était plus question d'une ville, d'un port ou d'une route commerciale. C'était son propre avenir qui était en jeu. Et c'est précisément à ce point, quand la peur se transforme en détermination, que commence à germer la réponse qui changerait le cours de la Méditerranée pour toujours. Cette peur partagée, ce sentiment que le temps s'épuisait, obligea l'Europe à envisager une idée qui semblait jusqu'alors impossible.
Si l'Empire ottoman ne pouvait être arrêté par une seule puissance, alors il ne restait qu'une option, une alliance. Non pas une alliance confortable ni naturelle, mais une alliance construite contre la montre, sur des méfiances accumulées pendant des générations. Ainsi naquit la Sainte Ligue. Ce ne fut pas le résultat d'un enthousiasme commun, mais d'une nécessité désespérée. Les États catholiques d'Europe ne se sont pas unis parce qu'ils se faisaient une confiance, mais parce qu'ils comprirent que séparément, ils étaient condamnés. Vieux rivaux, concurrents commerciaux et ennemis politiques acceptèrent, au moins pour un moment, de mettre de côté leurs disputes pour affronter une menace qu'aucun ne pouvait affronter seul. Au centre de cette coalition se trouvait l'Espagne, la puissance la plus solide du monde chrétien à ce moment-là. Sous le règne de Philippe II, l'Espagne possédait non seulement de vastes territoires en Europe et en Amérique, mais aussi l'une des marines les plus expérimentées. Pour la couronne espagnole, la menace ottomane n'était pas seulement une question religieuse, elle affectait directement la sécurité de ses domaines méditerranéens et la stabilité de son empire. Aux côtés de l'Espagne se trouvait Venise, une république maritime dont la survie dépendait du commerce. Pour les Vénitiens, l'avancée ottomane était une plaie ouverte. Ils avaient perdu des possessions clés en Méditerranée orientale et voyant leur route commerciale s'effondrer. Venise ne luttait pas pour des idéaux abstraits, mais pour quelque chose de bien plus tangible, son propre avenir économique. Le Saint-Siège, pour sa part, joua un rôle décisif comme force fédératrice. La papauté comprit que la menace ottomane offrait une opportunité unique de recomposer, au moins partiellement, l'unité du monde catholique. Au-delà de la foi, Rome agit comme médiateur politique, impulsant la création d'une coalition qui, sans son intervention, n'aurait difficilement vu le jour. À cette alliance se joignirent également Gênes, avec sa tradition navale et financière, le duché de Savoie, stratégiquement situé, et l'ordre de Malte, une petite force militaire mais expérimentée, aguerrie par des décennies d'affrontements directs avec les Ottomans. Chacun apportait quelque chose de différent, navires, hommes, argent ou connaissance de l'ennemi. Cependant, la Sainte Ligue naquit marquée par la méfiance. Chaque État avait ses propres intérêts, ses propres peurs et ses propres agendas cachés. L'Espagne et Venise, par exemple, rivalisaient depuis des siècles pour l'hégémonie commerciale en Méditerranée. Gênes et Venise étaient des rivaux naturels, et même au sein de l'Alliance, il existait la crainte que certains profitent de la guerre pour renforcer leur position aux dépens des autres. La question n'était pas seulement de savoir s'ils pouvaient vaincre l'Empire ottoman, mais s'ils seraient capables de coopérer suffisamment pour ne pas se saboter entre eux. Avant d'avancer, rappelez-vous que vous pouvez profiter de narrations complètes comme celle-ci en les téléchargeant via le lien disponible dans la vidéo et ainsi les apprécier à tout moment sans interruption publicitaire gênante, mais continuons. Le leadership de la coalition fut un autre point délicat. Qui devait commander une flotte formée de tant de drapeaux différents? La réponse ne fut ni immédiate, ni simple. Et finalement, le commandement revint à Don Juan d'Autriche, demi-frère du roi d'Espagne. Jeune, charismatique et sans pouvoir politique propre qui menacerait les Alliés, sa figure fut acceptable pour tous, bien que non exempte de critiques. Don Juan ne devait pas seulement affronter la flotte ottomane, mais aussi maintenir la cohésion d'une alliance fragile où chaque décision pouvait devenir un conflit diplomatique. Les amiraux vénitiens se méfiaient des intentions espagnoles, et les intérêts de la papauté ne coïncidaient pas toujours avec ceux des républiques commerciales. Et chaque perte humaine ou matérielle était observée à la loupe par ceux qui craignaient de se sacrifier plus que les autres. Malgré tout, la Sainte Ligue avança, car, malgré toutes les tensions internes, il y avait un consensus fondamental. C'était une guerre qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre.
Il ne s'agissait pas d'une campagne prolongée, ni d'une série d'escarmouches. C'était un pari total, une confrontation décisive. Une seule bataille, un seul affrontement, dont dépendrait l'équilibre de la Méditerranée. C'est pourquoi l'Alliance fut conçue comme quelque chose de temporaire. Personne ne prétendait créer une union durable, ni un bloc politique stable. La Sainte Ligue avait un objectif clair et limité: arrêter l'avancée ottomane en mer. Une fois cette mission accomplie ou échouée, la coalition se dissoudrait probablement aussi vite qu'elle était née. Ce caractère de pas dernière chance imprégnait chaque décision. Chaque galère construite, chaque soldat recruté, chaque ducat investi portait implicitement un sentiment d'urgence. Il n'y avait pas de marge pour des erreurs prolongées, pas de seconde campagne pour corriger les fautes. Tout devait se résoudre en un seul choc. Alors que les flottes commençaient à se réunir, la pression augmentait, car les nouvelles venant d'Orient n'étaient pas rassurantes. L'Empire ottoman continuait de construire des navires, d'entraîner des équipages et de consolider sa domination. La course n'était pas seulement militaire, mais psychologique. Celui qui arriverait le premier, celui qui se montrerait le plus décidé, pourrait imposer sa volonté avant même que la bataille ne commence. La Sainte Ligue, avec toutes ses imperfections, représentait quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, les puissances catholiques étaient prêtes à agir ensemble en mer, à partager risques et responsabilités. Non par confiance mutuelle, mais parce que l'alternative était trop sombre pour être envisagée. Chacun des membres savait que s'ils échouaient, il n'y aurait pas d'excuse. Les conséquences ne retomberaient pas sur un seul royaume ou une seule ville, mais sur tout l'équilibre européen. La défaite signifierait plus d'incursions, plus de pillages, plus d'esclaves, plus de territoires perdus. Elle signifierait accepter que la Méditerranée ne leur appartenait plus. Ainsi, entre méfiance et pacte forcé, la Sainte Ligue prit forme. Une coalition née de la peur, soutenue par la nécessité et poussée par la certitude que l'avenir se déciderait très bientôt. Les protagonistes étaient déjà définis, les flottes commençaient à se concentrer, les leaders affûtaient stratégie et égaux. Et tandis que cette alliance improbable se préparait à appareiller, à l'horizon attendait le théâtre où toutes ces tensions, ambitions et peurs allaient entrer en collision de manière brutale. Un lieu où ne compteraient plus les traités ni les promesses, mais la force, le vent et l'acier. Lorsque les flottes commencèrent à se concentrer en Méditerranée, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une expédition ordinaire. Ce qui était sur le point de se produire était sans précédent. Deux mondes entiers s'apprêtaient à s'entrechoquer, non seulement comme puissance militaire, mais comme systèmes politiques, culturels et religieux affrontés pour le contrôle de la mer. D'un côté se trouvait la Sainte Ligue, une coalition improvisée, mais décidée, formée par des États chrétiens ayant accepté de s'unir face à la menace commune. De l'autre, l'Empire ottoman, une puissance cohésive, expérimentée et convaincue de sa supériorité navale. Les deux camps savaient que le résultat de cet affrontement ne serait pas facilement réversible. La Méditerranée ne pouvait appartenir aux deux. Les chiffres, à eux seuls, étaient accablants. Plus de 400 galères se préparaient au combat. Jamais auparavant, une force navale d'une telle taille n'avait été réunie dans cette mer. Chacun de ces navires était une plateforme de guerre flottante. Long, bas, propulsés par rames et voiles, chargés d'artillerie, de soldats et d'équipages. Ensemble, ils formaient un scénario belliqueux s'étendant au-delà de l'horizon. À bord de ces galères voyageaient près de 200 000 hommes. Marins, soldats, artilleurs, rameurs, dont beaucoup d'esclaves ou de prisonniers,
tous piégés dans une machinerie de guerre n'offrant aucune échappatoire. Une fois le combat commencé, la mer ne permettrait pas de retraite facile. Il n'y aurait ni refuge, ni ligne sûre, ni terrain neutre. Mais la véritable dimension du conflit ne résidait pas seulement dans les nombres, mais dans les profondes différences entre les deux camps. La flotte de la Sainte Ligue était hétérogène, reflet de la diversité de ses membres. Espagnols, Vénitiens, Génois, soldats pontificaux et chevaliers de Malte partageaient le pont, mais pas toujours la langue, les coutumes ni la doctrine militaire. Chaque contingent apportait sa propre tradition navale, sa façon de combattre et sa manière de comprendre la guerre. La coordination était un défi constant. Malgré tout, la Sainte Ligue disposait d'un avantage clé, une artillerie navale puissante. Les galères chrétiennes étaient conçues pour maximiser l'usage de canons frontaux capables de causer des ravages avant l'abordage. La stratégie misait sur la rupture de la formation ennemie, sa désorganisation et la conversion du combat en une succession d'affrontements contrôlables. En contraste, l'Empire ottoman présentait une flotte plus uniforme et cohésive. Ses équipages avaient donc l'habitude d'opérer ensemble, et ses commandants avaient une expérience réelle de combat naval continu. Pendant des décennies, les Ottomans avaient perfectionné une doctrine basée sur la vitesse, l'abordage rapide et la supériorité numérique en des points clés. Leurs galères, plus légères et manœuvrables, étaient pensées pour réduire les distances rapidement. Le combat au corps à corps était une partie centrale de leur stratégie. Archers, arquebusiers et troupes d'élite se préparaient à assaillir les ponts ennemis et transformer chaque navire en champ de bataille individuel. Les différences culturelles étaient également évidentes. Pour les hommes de la Sainte Ligue, la bataille revêtait une forte composante religieuse. Beaucoup voyant l'affrontement comme une guerre juste, presque sacrée, une défense de la chrétienté face à une menace existentielle. Étendards, symboles et rituels renforçaient l'idée qu'ils luttaient pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Du côté ottoman, la motivation était également puissante, quoique différente. L'Empire se percevait comme l'héritier légitime de la domination méditerranéenne orientale, une puissance destinée à s'étendre. La guerre n'était pas une croisade défensive, mais une continuation naturelle de sa croissance. Ils avaient confiance en leur expérience, leur discipline et en un historique récent de victoire. La mer, cependant, n'appartenait à aucun des deux, et c'était l'élément le plus implacable de l'affrontement. À la différence des batailles terrestres où le terrain peut offrir protection ou avantage, en mer, tout est exposition. Le vent, les courants, l'espace limité entre les navires. Toute erreur pouvait être fatale. Une galère endommagée ne pouvait se retirer facilement et un incendie à bord était une condamnation à mort. Un choc mal calculé pouvait laisser un navire immobilisé, converti en cible sans défense. La mer ne pardonnait pas l'improvisation. De plus, la proximité physique des galères rendait le combat naval de l'époque brutal et direct. Il ne s'agissait pas de tirs à longue distance suivis d'une retraite, c'était une guerre de contact, d'acier contre acier, d'hommes se jetant d'un navire à l'autre tandis que l'eau se teignait de sang et de débris de bois. Les deux camps en étaient conscients, sachant qu'une fois l'affrontement commencé, le contrôle se perdrait rapidement. Les ordres seraient difficiles à transmettre et les formations se rompraient. La bataille se fragmenterait en centaines de combats simultanés, chacun avec son propre dénouement. C'est pourquoi la préparation fut si méticuleuse, les flottes s'organisant en ailes, centres et réserves, assignant des positions stratégiques. On révisa les armes, renforça les coques, chargea les munitions. Chaque commandant savait que la disposition initiale pouvait décider du résultat avant le premier tir.
Mais au-delà de la stratégie, il existait une certitude partagée. Aucun des deux camps ne pouvait se permettre de reculer. Pour la Sainte Ligue, une défaite confirmerait toutes les peurs qui avaient alimenté son alliance. Pour l'Empire ottoman, une victoire consoliderait sa domination maritime et ouvrirait la voie vers de nouvelles conquêtes. Ainsi, alors que les galères s'approchaient lentement, propulsées par le vent et l'effort de milliers de rameurs, la Méditerranée se transforma en plus qu'un simple décor. Elle devint un juge silencieux, prêt à décider du destin d'empires entiers en quelques heures. Deux mondes avançaient l'un vers l'autre, chargés d'histoire, d'ambition et de peur. Tandis que les drapeaux flottaient, les tambours marquaient le rythme et les hommes ajustaient leurs armes, se préparant à l'inévitable. Car très bientôt, cette mer tranquille serait témoin d'un choc qui redéfinirait l'équilibre du pouvoir pour des générations. Et lorsque la première galère briserait la ligne ennemie, il n'y aurait plus de retour en arrière. Lorsque les flottes se retrouvèrent face à face, alignées sur la surface de la Méditerranée, il y avait un élément qu'aucun amiral ne pouvait contrôler complètement. Il ne portait pas de drapeau, n'obéissait pas aux ordres et ne distinguait pas alliés et ennemis. C'était le facteur invisible qui, en quelques instants, pouvait altérer des plans soigneusement conçus durant des mois, la nature. Dans la guerre navale du XVIe siècle, le vent n'était pas un détail secondaire. C'était une force décisive. Les galères dépendaient de lui autant que de l'effort de milliers de rameurs. Une brise favorable pouvait octroyer vitesse, cohésion et avantages tactiques. Un changement inattendu pouvait briser les formations, retarder les mouvements ou laisser un navire exposé au pire moment possible. Les commandants le savaient, et c'est pourquoi, avant même le début du combat, ils observaient le ciel, le comportement de la mer, la direction du vent. Chaque signe était interprété comme un présage, car dans une bataille de cette ampleur, le climat pouvait décider qui attaquait et qui réagissait. La matinée avançait avec un calme trompeur, la mer semblait stable, mais cette quiétude cachait une menace constante. La possibilité d'un changement soudain. En Méditerranée, les vents pouvaient varier rapidement, transformant une situation favorable en chaos absolu. Il n'y avait pas de marge pour des erreurs prolongées, les décisions devaient se prendre en quelques secondes, souvent sans information complète. Un léger changement de direction du vent pouvait mal positionner une galère, la rendant incapable de manœuvrer rapidement. Une formation parfaitement alignée pouvait se fragmenter en quelques minutes. Et dans une bataille où la coordination était vitale, perdre la forme signifiait perdre le contrôle. Les marées et courants jouaient aussi leur propre rôle. Bien que moins visibles, ils influençaient la vitesse et la stabilité des navires. Certaines galères avançant plus vite que prévu, d'autres semblant lutter contre une force invisible qui les freinait. Pour les timoniers, maintenir le cap était un défi constant, surtout quand la fumée des canons commençait à couvrir le champ de bataille. Le climat n'affectait pas seulement le mouvement des flottes, mais aussi l'état mental des hommes. L'incertitude générait de la tension. Personne ne savait si le vent resterait favorable ou si, au pire moment, il tournerait contre eux. Cette peur silencieuse s'ajoutait à la terreur évidente du combat imminent. Dans ce contexte, chaque décision stratégique devenait un pari. Avancer trop tôt pouvait laisser une flotte désorganisée. Attendre trop longtemps pouvait signifier perdre l'initiative, les commandants se trouvant piégés entre prudence et urgence, sachant que le temps ne jouait en faveur de personne. Il y eut des moments critiques où un choix minime, ordonner une avancée, maintenir la position, corriger un cap, pouvait avoir des conséquences énormes. Une galère virant de quelques degrés de trop pouvait ouvrir une brèche dangereuse dans la ligne. Une qui traînait devenait une cible facile. En mer,
les erreurs ne se corrigeaient pas, elles se payaient. La nature créait aussi des opportunités inattendues. Un vent favorable pouvant permettre une avancée rapide et contondante. Un courant pouvait pousser un navire vers une position avantageuse, mais ces opportunités étaient aussi imprévisibles que fugaces. Les saisir exigeait sang-froid, expérience et souvent de la chance. Et la chance dans une bataille de cette échelle était une ressource aussi importante que l'acier ou la poudre. Contrairement aux batailles terrestres où le terrain se fixe, la mer est un décor changeant. Elle n'offre pas de référence stable, tout bouge, tout fluctue, et dans cet environnement, le contrôle absolu est une illusion. Les meilleurs plans pouvaient s'effondrer par un changement de vent que personne n'avait prévu. À mesure que les flottes s'approchaient, l'ambiance devenait de plus en plus oppressante. Le son des rames frappant les gelots marquait un rythme hypnotique presque cérémoniel. Les voiles craquaient sous la pression du vent et les hommes y observaient l'horizon, conscients que le premier choc dépendrait autant de la stratégie que de forces totalement étrangères à leur volonté. À bien des égards, ce moment précédant le combat était le plus angoissant. Tout était prêt, mais rien n'était décidé. Le destin ne s'était encore incliné, d'aucun côté. La mer gardait le silence, comme si elle attendait l'instant exact pour intervenir. Quand le mouvement décisif commença finalement, il devint clair que la nature ne serait pas une spectatrice passive. Des changements subtils de vent altérèrent le rythme de l'avancée, certaines galères parvenant à mieux se positionner que prévu. D'autres furent obligées d'improviser sur le moment, la bataille ne suivant plus un scénario parfait. Elle s'écrivait en temps réel. Dans ce chaos naissant, les commandants durent faire confiance à leur intuition, sans temps pour des calculs complexes. Seules des décisions rapides, basées sur l'expérience et la lecture instantanée de l'environnement, comptaient. La marge entre une manœuvre brillante et une erreur fatale était minime. Le climat amplifia la sensation de destin. Pour de nombreux combattants, l'idée que des forces supérieures influaient sur le résultat était inévitable. Quand le vent favorisait une manœuvre inattendue ou qu'un courant entraînait un navire hors de danger, la ligne entre stratégie et hasard devenait floue. Cette composante imprévisible élevait le suspense au maximum, car dans une bataille où les deux camps étaient prêts à lutter jusqu'au bout, le dénouement pouvait dépendre de quelque chose d'aussi simple et incontrôlable qu'une rafale de vent au moment précis. Ainsi, alors que la Méditerranée commençait à s'agiter sous le poids de centaines de galères en mouvement, une vérité devenait évidente. Tous les facteurs de cette bataille n'étaient pas entre des mains humaines. Et quand le premier tir résonnerait sur l'eau, quand les lignes se rencontreraient enfin, la nature aurait déjà choisi son rôle. Un rôle silencieux, imprévisible et absolument décisif. Le silence ne dura pas longtemps. Pendant quelques instants, la Méditerranée sembla retenir son souffle, les flottes, déjà trop proches pour reculer, avançant lentement, poussées par le vent et l'effort épuisant de milliers de rameurs. La mer, qui minutes auparavant était juge invisible, était sur le point de devenir le théâtre de quelque chose de bien plus brutal. Et alors cela arriva. Le premier coup de canon déchira l'air comme un tonnerre sec. Ce n'était pas juste un tir, c'était un signal. Un point de non-retour. En quelques secondes, le silence se transforma en vacarme. Le combat avait commencé. Les galères se jetèrent les unes contre les autres avec une violence presque antinaturelle. Les canons rugissaient depuis les proues, crachant fer et feu à courte distance, le bois craquant sous les impacts. Des éclats volaient dans les airs comme de la mitraille, se plantant dans les corps et les voiles. La mer commença à se remplir de débris, de fumée et de cris. Ce n'était pas une bataille ordonnée. Elle ne pouvait l'être. À cette distance et à cette échelle, le chaos était inévitable.
Les formations, soigneusement planifiées, commencèrent à se briser au premier contact, certaines galères devenant inutilisables après une seule décharge. D'autres, poussés par le vent ou les courants, s'encastraient directement contre des navires ennemis, transformant le choc en abordage immédiat. La Méditerranée se remplit de bruit. Canons tirant sans pause, ordres, hurlés, se perdant dans le vacarme, coups constants des rames contre l'eau, choc du métal contre le métal. Son inconfondable du bois se brisant sous la pression du combat. À bord de chaque galère, la Seine était un enfer clos, espaces étroits, fumée épaisse rendant la respiration difficile. Sang se mêlant à l'eau salée, hommes se poussant, glissant, tombant. Il n'y avait pas de ligne claire, ni de fronte définie. Chaque navire était son propre champ de bataille. Les premiers abordages furent rapides et, sauvages, crochets lancés pour attirer l'ennemi, cordes se tendant, ponts improvisés, jetés entre les ponts. En seconde, les combattants passaient du tir de canon à la lutte au corps à corps, sans possibilité de retraite. Le combat rapproché domina la scène. Épée, pique, hache, couteau, sans espace pour des manœuvres élégantes. Tout était poussé, force brute et survie, les hommes luttant à quelques centimètres les uns des autres, avec la mer frappant les flancs du navire et la fumée bouchant la vue. La peur était absolue, mais non paralysante. C'était une peur qui poussait à avancer, à frapper le premier, à ne pas douter. Sur une galère abordée, douter signifiait mourir. Les cris envahissaient tout, cris de guerre, cris de douleur, cris d'ordre que personne n'écoutait. Le son était si assourdissant que de nombreux combattants ne percevaient que des fragments de la bataille. Un visage ennemi, un coup, une poussée, un corps tombant à l'eau. Et l'eau commençait à changer. À mesure que la lutte s'intensifiait, la mer se remplissait d'hommes tombant par-dessus bord, certains blessés, d'autres poussés, d'autres essayant d'échapper au combat, mais la Méditerranée n'offrait pas de salut. Entre galères en mouvement, débris flottants et corps en lutte, l'eau devenait un piège mortel. Beaucoup ne savaient pas nager, d'autres, chargés d'armures ou d'armes, coulaient presque immédiatement. Les cris depuis l'eau duraient peu, puis seulement des bulles. La fumée des canons commençait à couvrir la surface de la mer, créant un brouillard épais qui rendait impossible de voir au-delà de quelques mètres. Les galères émergeaient et disparaissaient dans cette fumée comme des spectres, la perception du temps se distordant. Des minutes qui semblaient dans des heures, des instants qui décidaient ceux des destins. Le feu entra aussi en scène. Certains navires, touchés en des pointes critiques, commencèrent à brûler, les flammes se propageant rapidement par les voiles et les cordes imprégnées de poids. La chaleur était insupportable. Sur une galère en flammes, le choix était cruel. Mourir brûlé ou se jeter à l'eau. Les explosions de poudre ajoutaient un autre niveau de terreur, un impact précis pouvant faire détonner des réserves de munitions, détruisant un navire de l'intérieur et projetant des fragments de bois et des corps dans les airs. Là où il y avait une galère, il ne restait plus que des débris flottants et un vide fumant. Malgré le chaos, la bataille ne s'arrêtait pas, chaque galère hors de combat ouvrant un espace pour une autre. Chaque abordage réussi provoquait de nouveaux affrontements, la Méditerranée entière semblant s'être transformée en un unique et gigantesque champ de bataille, sans frontières claires. La sensation générale était d'être piégé dans une machine qui ne pouvait s'arrêter, personne ne voyant l'ensemble. Personne ne savait qui gagnait. Pour la majorité des combattants, la guerre se réduisait à un seul objectif immédiat: survivre à la minute suivante. L'enfer n'était pas seulement dans le bruit ou la violence, mais dans l'accumulation constante d'horreurs.
corps empilés sur le pont, sang coulant vers les dallots, odeur âcre de la poudre, mêlée à celle du métal chaud et de la chair brûlée. Un environnement qui annulait toute notion d'humanité. À chaque instant, de nouvelles galères entraient en contact, certaines se heurtant de face, d'autres restant coincées entre deux navires ennemis. La mer n'était plus une surface ouverte, mais un labyrinthe mortel de bois, de feu et d'acier. Et pourtant, la bataille était loin d'être résolue. Ce qui avait commencé comme un choc frontal commençait à se fragmenter en centaines de combats simultanés, chacun avec sa propre dynamique, son propre rythme, sa propre tragédie. Le destin de la Méditerranée se décidait galère par galère, homme par homme. L'enfer s'était déchaîné, et il commençait à peine. Le combat atteignit bientôt un point où il n'existait plus de stratégie visible, seulement de la résistance. Les ordres avaient perdu leur sens sur une grande partie du champ de bataille. La fumée, le bruit et la proximité des galères convertissaient toute tentative de coordination en illusion. À partir de ce moment, l'Épante cessa d'être une bataille navale au sens classique pour se transformer en une lutte désespérée pour dominer chaque pont, chaque mètre de bois, chaque seconde de vie. Les galères capturées changeaient de main encore et encore. Un navire qui semblait sécurisé pouvait être repris minutes plus tard par une contre-attaque féroce. Les étendards tombaient, étaient piétinés, remplacés, arrachés à nouveau. La notion de victoire partielle n'existait pas. Soit on contrôlait la galère complètement, soit on mourait en essayant. Le combat au corps à corps atteignit une intensité presque inhumaine. Les hommes, épuisés, blessés, couverts de sang et de fumée, continuaient à lutter poussés plus par instinct que par volonté consciente. Il n'y avait pas de temps pour penser à la douleur. Les blessures étaient ignorées jusqu'à ce que le corps ne réponde plus. La peur se mêlait à une étrange clarté, la certitude que chaque seconde comptait. Sur de nombreuses galères, le sol était si glissant que combattre devenait un acte d'équilibre précaire. Un mauvais pas signifiait tomber sous les armes ennemies ou rouler directement vers l'eau. Les corps commençaient à s'entasser, rendant difficile même le mouvement. La mort n'arrivait pas toujours de manière immédiate. Parfois, elle était lente, piégée, entrepoussée, cris et le poids d'autres hommes tombant dessus. La mer, pendant ce temps, se transformait complètement. Des débris de navires détruits flottaient partout, rameurs blessés, soldats sans armes, hommes ayant sauté pour fuir le feu ou l'acier, luttaient pour se maintenir à flot entre planches brisées et cadavres. L'eau n'était plus bleue ni verte, elle était sombre, dense, marquée par des taches de sang qui s'étendaient avec chaque nouveau corps qui tombait. De loin, l'Épante devait ressembler à un paysage irréel, des centaines de galères immobiles, ou tournant lentement, enveloppées de fumée, de feu et de confusion. Une mer couverte de restes humains, un bruit constant, assourdissant, qui ne permettait de distinguer le début ni la fin de rien. Malgré tout, la bataille ne s'arrêtait pas. Certains combattants, poussés à la limite absolue, luttaient avec des armes improvisées, rames brisées, fragments de bois, même à main nue. La brutalité ne connaissait pas de hiérarchie. Nobles, soldats professionnels, marins et esclaves partageaient le même destin sur le pont. À l'Épante, la mort ne faisait pas de distinction. Les galères incendiées ajoutaient une dimension presque apocalyptique au combat. Les flammes illuminaient la fumée, créant des ombres difformes qui bougeaient parmi les débris. La chaleur était si intense que certains équipages se voyaient obligés d'abandonner des navires encore opérationnels. En quelques minutes, une galère pouvait passer de forteresse flottante à coquille ardente, condamnée à couler. Et pourtant,
personne ne se retirait volontairement. Chaque camp comprenait que céder du terrain signifiait ouvrir une brèche irréversible. La peur de la défaite était plus grande que la terreur immédiate. Dans cet enfer, l'idée que tout avait été vain était insupportable. C'est pourquoi on luttait jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier coup, jusqu'à ce que le corps ne réponde plus. Au fil des heures, l'usure commença à se faire sentir, le rythme du combat devenant irrégulier. Certaines zones tombaient momentanément dans le silence, non parce que la bataille était finie, mais parce qu'il ne restait plus d'hommes capables de lutter. D'autres s'enflammaient avec une violence renouvelée lorsque de nouvelles galères entraient en contact. La Méditerranée, qui durant des siècles avait été une voie de commerce et de communication, s'était convertie en un cimetière flottant. Chaque vague bougeait des corps. Chaque courant entraînait des restes de vie brisés. L'eau rendait à la surface ce que la bataille tentait de cacher. Pour ceux qui survivaient sur le pont, regarder autour, c'était affronter une vérité brutale. Rien ne serait plus pareil après ce jour. Même si la bataille finissait, même s'il retournait à terre, ce qui fut vécu à l'épante resterait gravé pour toujours. Et cependant, au milieu de ce chaos absolu, quelque chose commençait à prendre forme. De manière presque imperceptible au début, certaines zones du combat commençaient à pencher. Ce n'était pas encore une victoire claire, ni encore moins une défaite définie. Mais l'équilibre, fragile et changeant, commençait à se rompre en des points clés, petits avantages accumulés, galères ne répondant plus, lignes commençant à céder. L'enfer continuait de brûler, mais dans ce feu se forgeait un dénouement. Un dénouement qui n'arriverait pas d'un coup, mais lentement, galère par galère, homme par homme, transformant une boucherie sans sens apparent en un événement historique irréversible. Car l'épante ne serait pas rappelée seulement pour sa violence démesurée, mais pour ce qui commença à se décider au milieu de cet enfer. Et quand la fumée commencerait à se dissiper, la Méditerranée montrerait le vrai prix de cette journée, et le cap que le monde était sur le point de prendre. Durant des heures, la bataille de l'épante avait été une lutte sans visage ni direction claire, un enfer fragmenté en centaines de combats simultanés où personne ne semblait dominer l'ensemble. Mais aucune bataille, aussi chaotique soit-elle, ne reste éternellement en équilibre. Même dans le désordre le plus absolu, arrive un instant où quelque chose se brise. Cet instant commença de façon presque imperceptible. En plusieurs points du front ottoman, l'usure commença à devenir évidente. Les galères qui étaient entrées au combat avec vitesse et agressivité répondaient maintenant avec lenteur. Les équipages, épuisés, luttaient depuis des heures sans repos, respirant la fumée, portant des blessés, contenant des incendies. La supériorité initiale se diluait sous le poids de la fatigue et des pertes accumulées. Le problème n'était pas une seule défaite ponctuelle, mais une somme de petites fractures. Des galères qui ne pouvaient plus manœuvrer, d'autres ayant perdu leurs officiers. Des équipages décimés, pouvant à peine soutenir une défense cohérente. La machinerie ottomane, si efficace en théorie, commençait à montrer des fissures sous une pression extrême et prolongée. En même temps, dans certains secteurs du combat, la Sainte Ligue commençait à imposer une présence plus ferme. Il ne s'agissait pas d'une offensive ordonnée, ni d'une manœuvre parfaite, mais d'une résistance qui ne se brisait pas. Des galères qui, bien qu'endommagées, continuaient de lutter, des équipages qui, contre tout pronostic, maintenaient le contrôle de navires clés. Ce contraste fut décisif. Alors que certains secteurs du front ottoman se désorganisaient, d'autres tentaient de compenser l'effondrement, créant des mouvements improvisés qui n'augmentaient que le chaos. Les lignes n'existaient plus en tant que telles, le combat se convertissant en une série de réactions désespérées sans vision globale claire.
La rupture ne fut pas instantanée, mais irréversible. À un point critique, plusieurs galères ottomanes restèrent piégées, incapables de recevoir un soutien efficace. Encerclées, abordées l'une après l'autre, elles commencèrent à tomber. Chaque navire perdu n'était pas seulement une perte matérielle, mais un coup psychologique. Le sentiment d'invincibilité, cultivé durant des années d'expansion, commençait à se fissurer. Pour de nombreux combattants ottomans, ce moment fut déconcertant. Habitués à dominer le rythme du combat, ils se retrouvèrent à résister, reculer, improviser. Le changement ne fut pas annoncé par un ordre clair, ni par un signal visible, mais par une accumulation de défaites locales qui, ensemble, altérèrent de l'équilibre général. L'usure physique était extrême, bras engourdis, vues brouillées par la fumée, oreilles saturées par le vacarme constant. Dans cet état, maintenir la cohésion devenait presque impossible, chaque nouvelle attaque semblant arriver d'un angle inattendu. Chaque galère ennemie, une menace potentiellement définitive. Peu à peu, l'avancée ottomane s'arrêta. Et quand une avancée s'arrête au milieu du chaos, la retraite est souvent la seule alternative. Mais se retirer dans une bataille navale de cette ampleur n'était pas simple. Il n'existait pas de retraite ordonnée, seulement des tentatives de s'éloigner du combat, de créer de l'espace, de survivre. Certaines galères commencèrent à tourner, cherchant à échapper au noyau de l'affrontement. D'autres, déjà trop endommagées, tentèrent de rompre le contact sans succès. Ce mouvement, observé par les équipages de la Sainte Ligue, fut interprété comme ce qu'il était, un signal de rupture. La pression augmenta. Les galères chrétiennes, conservant encore une capacité de manœuvre, avancèrent, avec plus de décision, non par un ordre centralisé, mais par une compréhension partagée. L'ennemi cédait, chaque mètre gagné renforçait cette perception. Chaque navire capturé ou inutilisé consolidait l'avantage. Le combat restait brutal, mais il avait maintenant une direction. Le chaos ne disparut pas, mais commença à favoriser un seul camp. Là où il y avait un équilibre incertain, il y avait maintenant une poussée. Là où il y avait une résistance féroce, il y avait maintenant des défenses fragmentées, le front ottoman n'étant plus un mur, mais une série de points isolés, luttant pour se maintenir à flot. Cependant, la victoire n'arriva pas accompagnée d'euphorie immédiate. Le prix payé était évident, les pontes des galères victorieuses étant couverts de blessés et de morts. Beaucoup de combattants se pouvaient à peine tenir debout, le soulagement de voir l'ennemi reculer se mêlant à une tristesse profonde pour les pertes subies. Personne ne célébrait encore, il n'y avait pas de force pour cela. La mer restait un cimetière flottant. À mesure que la retraite ottomane devenait plus évidente, le combat commença à se disperser, certaines galères se parvenant à s'échapper. D'autres furent poursuivies, abordées ou coulées, l'affrontement qui avait été un choc compact devenant une série d'épisodes finaux, chacun avec sa propre violence. Pour ceux qui observaient depuis une position relativement dégagée, le dénouement commençait à se définir. Non comme une victoire propre et claire, mais comme une survie obtenue à un coût immense. La Sainte Ligue avait résisté, brisé la poussée ottomane, incliné la balance. Mais cette balance était tachée de sang. À ce moment décisif, la bataille cessa d'être une lutte pour chaque galère, pour se transformer en quelque chose de plus large. Un constat. L'Empire ottoman n'était pas invulnérable en mer, sa domination pouvait être défiée. Et, le plus important, pouvait être arrêté. Pour l'Europe, cet instant signifia un changement psychologique profond, bien que les combattants épuisés, les blessés sur le pont ou les corps flottants sans nom, dont ne le sachent pas encore. Mais ce qui venait de se produire altérait la perception du pouvoir en Méditerranée. La victoire se définissait
non par une charge héroïque finale, mais par l'effondrement progressif d'un front qui ne pouvait plus tenir. Par la fatigue accumulée, par des erreurs inévitables, par une pression constante qui finalement s'avéra insoutenable. Quand le bruit commença à diminuer et la fumée à se dissiper dans certains secteurs, le panorama était désolant. Galères détruites, d'autres immobiles, mers couvertes de débris et hommes qui, pour la première fois en des heures, pouvaient se permettre de lâcher les armes et respirer. Ce répit fut bref, mais significatif, car en lui se condensait une vérité essentielle. La bataille avait changé de cap. L'enfer n'était pas terminé, mais il n'était plus symétrique. Un des deux mondes affrontés cédait. Et dans ce silence intermittent, rompu encore par des cris isolés et des combats dispersés, commença à prendre forme la certitude que les pentes ne seraient pas rappelées seulement comme une boucherie sans sens. Elles seraient rappelées comme le moment où tout a basculé. L'instant exact où le destin de la Méditerranée prit un tournant irréversible. Même si personne ne pouvait encore imaginer jusqu'où iraient ses conséquences. Quand le vacarme commença à s'éteindre et la fumée à se dissiper lentement sur la Méditerranée, l'ampleur de ce qui s'était passé devint impossible à ignorer. La bataille de Lépante était terminée, non par un coup final spectaculaire, ni par une reddition formelle, mais par une certitude se frayant un chemin parmi les débris flottants et les corps épuisés. La Sainte Ligue avait vaincu. Pour les combattants chrétiens, ce constat arriva de manière graduelle. Il n'y eut pas d'instant précis où quelqu'un proclama la victoire. Ce fut une accumulation de signes. Galères ennemies s'éloignant, étendards ottomans disparaissant de l'horizon, combats isolés cessant par manque de force. L'ennemi n'avançait plus, ne pressait plus, il se retirait. L'Empire ottoman, qui durant des décennies avait dominé la Méditerranée orientale avec une confiance presque absolue, se voyait obligé de céder le champ de bataille. Beaucoup de ces galères avaient été capturées ou détruites, d'autres fuyaient endommagées, incapables de soutenir une nouvelle offensive. Pour la première fois depuis des générations, la flotte ottomane avait été arrêtée de manière claire et frontale. D'une perspective militaire immédiate, la victoire était indiscutable. La Sainte Ligue avait réussi ce qui semblait impossible. Freiner l'avancée ottomane en Méditerranée occidentale. Les routes maritimes, si longtemps harcelées par corsaires des escadres ennemies, cessaient d'être sous une menace constante. L'équilibre naval avait changé, du moins pour le moment. L'un des effets les plus visibles fut la retraite des corsaires alliés de l'Empire ottoman. Ces hommes qui avaient semé la terreur sur les côtes européennes, pillant villes et capturant prisonniers, perdirent ni soutien, bases sûres et capacités opérationnelles. Sans une flotte dominante pour les protéger, leurs incursions se réduisirent drastiquement. Pour les populations côtières, cela signifiait plus qu'un triomphe stratégique. Cela signifiait le soulagement. La possibilité de recommencer à vivre sans la menace constante d'une voile ennemie à l'horizon. De reconstruire, de commercer, de respirer. Pendant des années, cette peur avait marqué la vie quotidienne de milliers de personnes. Les pentes semblaient l'avoir dissipée. La nouvelle de la victoire se propagea rapidement en Europe. Dans un continent habitué aux défaites, divisions et guerres interminables, le résultat de Lépante fut reçu comme un événement extraordinaire. Dans les villes et les cours, des célébrations furent organisées, les cloches sonnèrent, des discours furent prononcés, des chroniques furent écrites parlant d'une victoire providentielle. Pour beaucoup, Lépante fut interprétée comme un signe divin. L'idée qu'une alliance si fragile ait réussi à vaincre une puissance apparemment invincible renforça cette lecture. La Sainte Ligue n'avait pas seulement vaincu militairement,
elle avait gagné aussi sur le terrain symbolique et psychologique. L'Europe chrétienne, qui durant des décennies s'était sentie sur la défensive, récupérait pour un instant la sensation de contrôle. La Méditerranée ne semblait plus un espace perdu. La menace ottomane, bien que non disparue, avait été contenue. La peur qui avait impulsé l'alliance se transformait maintenant en fierté. Mais sous cette surface de célébration, commençaient à émerger des questions inconfortables. Car, en analysant le résultat avec plus de froideur, surgissait un doute inévitable. Que signifiait vraiment cette victoire? Était-ce un coup définitif ou simplement une pause dans un conflit bien plus long? Du point de vue humain, le prix avait été dévastateur. Des dizaines de milliers d'hommes étaient morts en une seule journée. La Méditerranée était couverte de débris et de cadavres. Les galères victorieuses retournaient au port chargées de blessés, mutilés et survivants marqués à vie. Il n'y avait pas de gloire sur ces ponts, seulement épuisement et silence. De plus, la Sainte Ligue restait ce qu'elle avait toujours été, une alliance circonstancielle, les vieilles méfiances n'ayant pas disparu. Venise restait préoccupée par ses intérêts commerciaux, l'Espagne par la défense de son empire, la papauté par l'équilibre politique. L'unité qui avait rendu possible la victoire ne garantissait pas une coopération durable. L'Empire ottoman, pour sa part, n'avait pas été détruit. Il avait subi une défaite sévère. Oui, mais conservait de vastes territoires, ressources et capacités de reconstruction, son pouvoir terrestre demeurant intact. Sa structure politique ne s'était pas effondrée. Les pentes avaient été un coup, non une chute totale. Cette réalité commençait à devenir évidente, même alors que l'Europe célébrait. La victoire avait freiné l'avancée ottomane en Méditerranée occidentale, mais n'avait pas éliminé la rivalité ni résolu les tensions de fond. L'équilibre de pouvoir avait changé, mais restait fragile, tout dépendant de ce qui viendrait après. Pour de nombreux contemporains, l'épante représenta un avant et un après. Pas tant pour ce qu'elle détruisit, mais pour ce qu'elle démontra. Que l'Empire ottoman pouvait être vaincu en mer. Cette certitude, plus que tout gain territorial concret, fut le véritable triomphe de la Sainte Ligue. Cependant, cette même certitude posait un paradoxe. Si la victoire était si claire, pourquoi la peur ne disparut-elle pas complètement? Pourquoi, malgré les célébrations, persistait une sensation d'inquiétude? La réponse résidait dans les limites du triomphe. L'épante ne conduisit pas à une offensive immédiate, ni à une réorganisation durable de la Méditerranée. Il n'y eut pas d'exploitation totale de la victoire. Les divisions internes, les intérêts croisés et la fatigue collective freinant toute tentative de convertir le succès militaire en une transformation définitive. Ainsi, alors que l'Europe chantait victoire, l'histoire continuait d'avancer, indifférente aux célébrations. La Méditerranée avait été sauvée, mais seulement pour le moment, la menace ayant été contenue, non éradiquée. Et cette ambiguïté est ce qui fait de l'épante un épisode si fascinant. Car ce fut, en même temps, une victoire indiscutable et une solution incomplète. Un triomphe qui changea la perception du pouvoir, mais n'élimina pas le conflit. Un jour où l'Europe respira soulagée, tout en sachant que l'avenir restait incertain. La question n'était donc pas seulement qui avait gagné la bataille, mais ce qui avait été réellement gagné. Et ce doute, semé au cœur même de la victoire, est-ce celui qui continuerait de projeter son ombre sur la Méditerranée durant des générations? Quand le brouillard de poudre se dissipa et que les derniers cris s'éteignirent sur la mer de l'Épante, le monde ne redevint pas le même. La bataille était conclue, laissant derrière elle un décor de destruction inimaginable. Galères détruites, corps flottant parmi les débris de bois et de feu,
et une blessure ouverte dans la conscience de l'Europe. Mais au-delà du drame immédiat, la véritable importance de Lépante résidait dans ses conséquences. Ce n'était pas seulement une victoire sur le champ de bataille, c'était un point d'inflexion qui façonnerait le cours de l'histoire méditerranéenne et européenne pendant des siècles. Avant Lépante, la Méditerranée était sous l'ombre de la puissance ottomane. Son expansion était imparable, et sa flotte, machine de guerre crainte sur tout le continent, dominait des routes commerciales vitales et tenait en échec les cités-États européennes. Cependant, la défaite à Lépante mit un frein à cette projection de pouvoir. La Sainte Ligue avait démontré que même avec des différences internes, les États européens pouvaient s'unir pour arrêter l'Empire ottoman. Après la bataille, l'équilibre naval commença à s'incliner lentement. Bien que les Ottomans aient reconstruit leur flotte en peu de temps, la mystique d'invincibilité qui les entourait se brisa. La Méditerranée occidentale cessa d'être un territoire quasi exclusif des corsaires et de l'armada ottomane. Des villes comme Venise, Gênes et plus tard les ports espagnols purent projeter leur pouvoir avec plus de confiance. Ce changement ne se produisit pas immédiatement, mais posa les bases de l'hégémonie maritime européenne des siècles suivants. La guerre navale ne serait plus une domination ottomane garantie. L'histoire de Lépante avait enseigné que même la flotte la plus puissante pouvait être arrêtée. Lépante marqua aussi la clôture d'un chapitre technologique dans l'histoire militaire. Ce fut la dernière grande bataille, livrée exclusivement avec des galères. Ces embarcations, longues, étroites et propulsées par des rames, avaient été pendant des siècles le noyau de la guerre navale méditerranéenne. Leur manœuvrabilité, combinée aux canons et abordages, en faisait des machines létales, mais Lépante montra les limites de cette technologie. La bataille mit en évidence que les tactiques basées sur le contact direct, les abordages massifs et la coordination proche des galères étaient efficaces, mais extrêmement coûteuses en vies humaines. Les flottes dépendantes exclusivement de ce type de navires ne pourraient soutenir des conflits prolongés contre des ennemis de plus en plus préparés et technologiques. Dans les décennies suivantes, l'artillerie de navires plus grands et manœuvrables commença à remplacer graduellement les galères dans la guerre navale. Lépante ne fut pas seulement un triomphe militaire, mais un témoignage de la fin d'une ère. La Méditerranée ne serait plus jamais gouvernée par les galères comme autrefois. Les effets de Lépante se firent aussi sentir sur le terrain politique. Pour les États de la Sainte Ligue, la victoire consolida l'idée de coopération face à une menace commune. L'Espagne émergea comme la puissance leader de la Méditerranée et la réputation de Don Juan d'Autriche, le commandant de la Ligue, atteignit des dimensions quasi mythiques. Cependant, cette collaboration fut éphémère. Les tensions internes et les intérêts particuliers de chaque État continuèrent de marquer la politique européenne. Lépante enseigna que les alliances pouvaient obtenir des victoires historiques, mais aussi que l'unité était fragile et temporaire. Pour l'Empire ottoman, la défaite fut un coup psychologique considérable. Bien qu'ils récupérèrent leur capacité navale, la bataille exposa des vulnérabilités stratégiques et logistiques. Les sultans comprirent que leur expansion en Méditerranée occidentale ne pouvait être tenue pour acquise et que l'Europe avait des ressources et la volonté de résister. Cette perception changea la manière dont les Ottomans planifièrent leur future campagne, orientant leurs efforts vers l'Est et consolidant des territoires existants au lieu de se risquer à des incursions en Méditerranée plus occidentale. Au-delà de la politique et de la stratégie militaire, Lépante laissa une empreinte profonde dans la culture européenne. Poètes, peintres et écrivains s'inspirèrent de la bataille, créant des œuvres célébrant l'héroïsme et la foi chrétienne. Miguel de Cervantes, qui participa activement à Lépante et fut gravement blessé,
transforma son expérience en partie de la base de sa littérature postérieure, incluant la création de personnages comme Don Quichotte, incarnant des idéaux de courage, d'honneur et de persévérance face à l'adversité. La mémoire de Lépante devint un symbole de résistance et d'unité face à l'ennemi extérieur, nourrissant l'identité européenne pendant des générations. La bataille fut aussi utilisée comme instrument de propagande, église, monastère et gouvernement, dépeignant la Sainte Ligue comme protectrice de la chrétienté, renforçant le récit d'une Europe menacée par le infidèle ottoman. Cette interprétation eut un effet durable. Lépante passa à faire partie de la construction d'un imaginaire collectif européen où la défense de la foi et la civilisation s'entremêlaient avec la stratégie militaire. La guerre n'était pas seulement un conflit d'armes, mais aussi un terrain où se livraient des batailles de symboles, d'idées et de légitimité historique. Même avec la victoire, Lépante laissa un bilan dévastateur. Entre 30 000 et 50 000 hommes moururent ce jour-là, la majorité dans des combats au corps à corps, noyés ou brûlés dans leurs propres embarcations. Des milliers d'autres furent blessés, mutilés ou capturés, l'ampleur de la perte humaine étant difficile à assimiler. Chaque galère coulée était un microcosme de tragédie. Familles détruites, vies brisées et communautés entières affectées par la guerre. La victoire eut un goût de triomphe militaire, mais laissa aussi un souvenir indélébile de douleur et de sacrifice. Ce coup servit à humaniser la guerre, les chroniqueurs de l'époque ne racontant pas seulement stratégie et manœuvres, mais enregistrant des histoires et de courage individuel, de souffrance et de résistance. Ces narrations contribuèrent à la mémoire historique de Lépante, rappelant que l'histoire ne se fait pas seulement avec des chiffres et des tactiques, mais avec des vies humaines. Finalement, Lépante altéra la dynamique de la Méditerranée comme théâtre de pouvoir. Les corsaires, menace constante pour commerçants et villes côtières, virent diminuer leur liberté d'action. Les routes commerciales récupérèrent une certaine sécurité, permettant aux villes italiennes, espagnoles et françaises de prospérer économiquement. Les empires européens comprirent que le contrôle de la mer était aussi important que le contrôle de la terre. La suprématie navale commençant à être un facteur décisif pour la politique, l'économie et l'expansion impériale. En conséquence, la Méditerranée cessa d'être un espace où la peur et l'incertitude régnaient de manière absolue. Lépante ne créa pas de paix immédiate, mais introduisit un ordre relatif qui permit à l'Europe occidentale de projeter son pouvoir maritime au XVIe et XVIIe siècle, posant les bases de l'hégémonie européenne globale postérieure. En regardant en arrière, plus de 400 ans plus tard, il est impossible de ne pas reconnaître que Lépante fut bien plus qu'une victoire militaire. Ce fut un point d'inflexion qui redéfinit frontières, stratégie, identité et mémoire collective. La bataille démontra que même dans les moments les plus sombres, la coordination, le courage et la détermination pouvaient changer le cours de l'histoire. Mais elle montra aussi les limites de la guerre, le coût humain insoutenable et la fragilité des triomphes temporaires. Lépante enseigna que l'histoire n'est pas seulement un récit de vainqueurs et de vaincus, mais un tissu de conséquences profondes, parfois imprévisibles. Chaque canon tiré, chaque rame brisée et chaque vie perdue eut un effet sur le monde postérieur. Dans la politique, l'économie, la culture et la mémoire collective. C'est pourquoi, quand nous pensons à Lépante aujourd'hui, nous ne rappelons pas seulement un jour sanglant en mer, mais un événement qui transforma la trajectoire de l'Europe et de la Méditerranée pour toujours. Quand on pense à Lépante, il ne s'agit pas seulement d'un affrontement naval ayant eu lieu un jour d'octobre 1571. Au-delà de la fumée des canons,
du choc des rames et du vacarme des galères, l'épante est devenue un symbole durable, un symbole de résistance, d'unité face à l'adversité et de lutte pour la survie d'un monde menacé. Son héritage transcende la poudre, les tacticodes militaires et les dates. Il vit dans la mémoire collective de l'Europe et de la Méditerranée, résonnant des siècles après que les corps ont coulé dans ses eaux. L'épante est avant tout une icône de la défense de l'Europe face à un ennemi perçu comme invincible. L'image de la Sainte Ligue, un ensemble d'États européens si divers et divisés, capables de surmonter des rivalités centenaires pour affronter une force commune, devint une leçon de coopération et de détermination. Cette alliance éphémère, bien que stratégique, transmit un message puissant. Même en temps de fragmentation et de conflit, l'unité pouvait faire la différence. Le symbole de l'épante ne se limite pas à la sphère militaire. Il représente aussi la lutte pour la foi, l'identité culturelle et la civilisation selon la perspective de l'Europe de l'époque. Pour les contemporains, la bataille était vue comme la sauvegarde du christianisme face à l'avancée ottomane, et ce récit perdura pendant des siècles, alimentant l'idée d'un continent devant se défendre de menaces éternes. C'est pourquoi, même aujourd'hui, l'épante continue d'être rappelée comme un moment déterminant, non seulement pour ce qui s'est passé en mer, mais pour ce que cela a signifié pour la conscience européenne. Avec le passage du temps, la réalité de l'épante se mêla à la légende. Le récit de la bataille fut soigneusement construit à travers la propagande, les chroniques et les œuvres d'art. Les vainqueurs se cherchèrent à souligner le courage héroïque, la foi inébranlable et l'inévitabilité de la victoire de la Sainte Ligue. Des peintres comme Paolo Veronese et le Tintoret immortalisèrent la lutte sur des toiles monumentales, tandis que des écrivains et poètes célébraient les actes d'héroïsme et de sacrifice. La construction du mythe fut puissante. L'épante devint l'histoire d'un jour où l'humanité, représentée par l'Europe chrétienne, réussit à arrêter ce qui semblait imparable. Ce récit se transmit durant des générations, consolidant la bataille, comme une référence de valeur et de stratégie, même quand les détails historiques étaient simplifiés ou embellis. La mémoire collective se nourrit autant de la réalité que du récit, et c'est dans ce mélange que réside une grande partie du pouvoir de l'épante comme symbole culturel. L'impact de l'épante ne se limita pas aux historiens de l'époque. Il façonna aussi la littérature et la culture européenne. Miguel de Cervantes, qui combattit dans la bataille et subit de graves blessures, devenant un témoin direct de l'horreur et de la gloire du conflit. L'expérience de l'épante marqua sa vie et, de manière indirecte, influença son œuvre, incluant la création de personnages incarnant des idéaux de courage, d'honneur et de résistance. Pour Cervantes, comme pour de nombreux autres écrivains et chroniqueurs, l'épante fut un rappel du prix de la guerre et de la capacité humaine à affronter le destin. Les arts visuels, pour leur part, capturèrent des moments dramatiques devenant des icônes durables. Galères enveloppées de flammes, marins luttant parmi la fumée et le feu, et leaders comme Don Juan d'Autriche émergeant comme figures héroïques. Ces représentations n'enregistraient pas seulement l'histoire, mais contribuaient aussi à la mythification de la bataille, renforçant sa place dans la mémoire collective européenne. Chaque toile et chaque poème consolidaient l'idée de l'épante comme un événement transcendant la guerre pour devenir une référence culturelle. Mais pourquoi, des siècles plus tard, l'épante reste-t-elle pertinente? La réponse réside dans le fait que cette bataille encapsule des thèmes universels. Le choc entre civilisations, la défense de valeurs perçues comme essentielles, l'importance de la coopération face à la division et le coût humain de la guerre.
Ces thèmes ne perdent pas leur vigueur, car l'histoire humaine continue d'affronter des dilemmes similaires. De plus, les pentes nous rappellent comment un seul jour peut altérer le cours de l'histoire. La bataille arrêta temporairement l'avancée ottomane vers la Méditerranée occidentale et renforça l'idée que la suprématie militaire n'est pas absolue. Ce message continue d'être étudié dans les académies militaires et universités du monde entier. Une leçon sur la stratégie, le leadership et la résilience. L'histoire de Lépante enseigne que même les grands empires peuvent rencontrer des limites et que les décisions humaines, combinées au hasard et à la nature, peuvent changer le destin de régions entières. L'héritage de Lépante se reflète aussi dans la transformation de l'Europe elle-même. La bataille consolida la perception d'un continent devant se défendre collectivement face à des menaces éternes, posant les bases d'alliances futures, bien que temporaires. L'Espagne émergea avec un prestige renforcé, tandis que l'influence des cités-États italiennes et de l'Église se projeta dans de nouvelles stratégies politiques et militaires. De même, Lépante marqua la fin de l'ère des grandes galères, comme outil décisif de guerre, annonçant un changement dans la technologie navale qui ouvrirait la voie à de nouvelles tactiques et embarcations plus avancées. L'Europe entra dans une étape où le pouvoir maritime devint déterminant pour l'expansion, le commerce et la politique, un processus qui conduirait des siècles plus tard à la domination européenne sur les océans du monde. En ce sens, Lépante ne fut pas seulement un événement isolé, mais un catalyseur de transformation profonde dans la structure politique, militaire et culturelle du continent. Lépante continue d'être rappelée car sa mémoire est active, chaque anniversaire, chaque référence dans les livres d'histoire, chaque œuvre d'art maintenant vivant le récit de la bataille. La société européenne, et en particulier méditerranéenne, continue de regarder vers Lépante, non seulement comme un événement militaire, mais comme un point de référence pour comprendre sa propre identité. La bataille devint un symbole de résistance et de courage, et en même temps un rappel du coût humain de la guerre. Un message qui reste pertinent aujourd'hui. La mémoire de Lépante nous invite aussi à réfléchir sur comment se construit l'histoire. Entre réalité et légende, la bataille s'est transformée en un récit combinant faits, mythes et symbolisme. Cette construction narrative influence comment nous comprenons notre passé et comment nous projetons des leçons vers le futur. Lépante, plus qu'un simple épisode, est un miroir de la façon dont les sociétés se souviennent, célèbrent et apprennent de leur propre histoire. Finalement, l'héritage de Lépante continue d'inspirer, ayant alimenté romans, poèmes, études historiques et documentaires, cherchant à revivre l'intensité de ce jour où la mer se teignit de sang et où se décida, bien que temporairement, le destin de l'Europe. La bataille nous rappelle que, bien que les conflits puissent détruire, ils génèrent aussi des histoires de courage et de sacrifice transcendant le temps. La grandeur de Lépante réside dans sa capacité à être plus qu'une victoire. C'est un exemple de comment la valeur humaine, la stratégie et l'unité peuvent affronter des défis apparemment insurmontables. Quand nous réfléchissons sur Lépante, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'un fait militaire, mais d'un événement qui a façonné l'identité européenne, transformé la Méditerranée et laissé une mémoire indélébile. La bataille continue de résonner, car elle encapsule la complexité de l'histoire, le mélange d'héroïsme et de tragédie, de stratégie et de hasard, de mythe et de réalité. Aujourd'hui, en regardant la vaste étendue de la Méditerranée, il est impossible de ne pas penser à ces milliers d'hommes qui ont lutté, sont tombés et ont survécu, et à comment leurs actions, conscientes ou non, ont défini le cours de l'histoire. Lépante nous rappelle que chaque décision,
chaque manœuvre et chaque acte de courage peut avoir des conséquences dépassant de loin l'échelle de l'imaginable. C'est un rappel que l'histoire n'est pas abstraite. Elle est formée de personnes, d'actions et de décisions qui résonnent à travers le temps. L'héritage de Lépante, donc, ne se mesure pas uniquement en victoire ou défaite, en galères secoulées ou en chiffres de morts. Il se mesure dans la façon dont la mémoire de ce jour continue d'informer notre compréhension du passé, notre identité culturelle et notre interprétation de la valeur et de la résistance humaine. Lépante reste vivante, car c'est un rappel que l'histoire peut être à la fois dramatique, éducative et profondément inspirante. C'est un monument intangible, construit de souvenirs, récits et symboles, qui nous parle depuis le passé, avec la force de celui qui sait que ce qui s'est passé ce jour d'octobre 1571 résonnait encore dans chaque réflexion sur l'Europe, la guerre et la mémoire collective. L'histoire de Lépante nous rappelle qu'un seul jour peut changer le cours de l'histoire. De la menace que représentait l'Empire ottoman jusqu'à la création de la Sainte Ligue, en passant par l'intensité du combat et l'ampleur de la victoire, chaque chapitre de cette bataille nous montre comment le courage, la stratégie et la détermination humaine peuvent faire la différence. Cependant, elle nous enseigne aussi que la guerre laisse des cicatrices profondes. Des milliers de vies perdues, des cultures affectées et une Méditerranée transformée pour toujours. Au-delà de la poudre et des galères, Lépante est devenue un symbole d'unité face à l'adversité, de résistance face à la force apparemment imparable et de mémoire collective continuant d'inspirer l'écrivain, artistes et historiens. La bataille continue d'être étudiée, rappelée et représentée parce qu'elle nous parle de valeurs universelles. Courage, sacrifice, collaboration et, surtout, de la capacité de l'être humain à affronter des défis extraordinaires. Aujourd'hui, quand nous regardons vers cette mer, nous nous rappelons que l'Europe ne fut plus jamais la même et que l'histoire, avec ses succès et tragédies, reste une source de réflexion pour nous tous. Lépante n'est pas seulement un épisode du passé. C'est une leçon permanente sur la fragilité de la paix, l'importance de la coopération et la force de la mémoire historique. Si cette narration sur Lépante vous a intéressé, rappelez-vous que vous pouvez la télécharger via le lien de la vidéo et en profiter sans interruption ni publicité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'une des batailles les plus décisives de l'histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour continuer à explorer ensemble plus d'histoires épiques qui ont marqué le monde. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus combinant histoire, analyse et narration cinématographique.